bonjour à toi. Et normalement, tu apparais sur le chat. Bravo, bienvenue à toi, Playful. Waouh! Parfait. Eh ben bonjour à toi et bonjour, aux gens du chat et je vois déjà une question: «Pourquoi le chant des partisans?» Parce que, pourquoi pas? Oui, on va parler de la Seconde Guerre mondiale, mais on va pas commencer tout de suite par la Seconde Guerre mondiale. On va remonter, jusqu'à une date que tout le monde connaît, puisque on va commencer à partir de l'année 1515. Hein. Donc, je pense que tu peux nous recontextualiser un petit peu plus que moi pour le coup, que comment ça s'est passé, cette année-là? Parce que je suis pas très, porté, histoire, Renaissance. Ouais, mais avant peut-être te présenter peut-être aux gens, ça sera peut-être, C'est plus vrai, pour me dire qui tu es quand c'est même. vrai. Moi je suis Playful Puck, je suis, streamer, à la petite semaine. Je stream en général les samedis. Je suis musicologue et musicien. Donc, là j'attends d'avoir, un bureau digne de ce nom et normalement quand, je l'aurai, vous pourrez m'apercevoir face à mon magnifique piano 1920, heu, qui est bien loin mais, duquel, j'apprécie jouer et peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais faire des lives, un petit peu plus musicaux aussi. Mais sinon, je suis, spécialisé en dans les compositrices. Donc, les femmes sont les grandes oubliées de l'histoire en règle générale et dans les arts tout particulièrement. Du coup, j'ai décidé de me concentrer sur, la désinvisibilisation de ces artistes et de leurs œuvres. Ouais, c'est bien ça. On aura c'est vrai qu'il y avait Astragal, je sais qu'elle aime beaucoup ce genre de sujet, je lui en avais parlé, mais je sais pas si elle avait vu passer le message, qu'on allait faire ce live parce que je pense elle est très intéressée par tout ce qui est justement la culture, des compositrices, des autrices en histoire, en art Ah et bah, cetera. Et c'est vrai qu'on en avait parlé récemment avec elle. c'est c'est très sympa et il y a plein de parallèles à faire entre la musique et les autres arts. Parce qu'on parle souvent de la musique, mais pour moi, je ne sépare pas ça de la peinture, de la sculpture et compagnie et on peut très facilement faire des parallèles, entre la musique, baroque, par exemple Élisabeth Jacquet de la Guerre et sa contemporaine, Artemisia Gentileschi, par exemple. Donc Du coup, toi, comment tu étais venu à ce sujet? Parce que là, tu dis que tu es, est-ce que tu as fait des études dessus? Tu es autodidacte? Est-ce alors que j'ai fait des études de musicologie. C'était pendant ma première année de licence. Je suis tombé sur, enfin, je consommais à l'époque, beaucoup de vulgarisation sur, YouTube et je suivais notamment une vulgarisatrice musicale qui s'appelle Skerzando, je sais pas si tu connais? Et en fait, un jour, je suis tombé sur une vidéo où elle parlait uniquement de compositrices et je me suis dit: «Bah, je vais regarder ça», comme je consommais beaucoup de vulgarisation à l'époque, quoi. Et sauf qu'au bout d'un moment, à peu près à la moitié de la vidéo, j'ai fait pause et je me suis dit: «Mais en fait, combien est-ce que je connais de compositrices?» Et là, ça a été un petit peu, la levée du voile, tu vois? J'ai réalisé que je n'en connaissais pratiquement aucune et là, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, heu, génétiquement, c'est pas possible que les femmes n'aient jamais pu écrire de musique. Je pense que c'est une raison sociale. Pourquoi est-ce que ça n'est pas arrivé? Pourquoi est-ce que je n'en connais aucune?» Et en fait, il s'avère qu'il y en a en réalité des centaines, voire des milliers et c'est le travail de mémoire qui ne se fait pas, c'est le travail, de mise en valeur dans les conservatoires, dans les facs de musique, dans les écoles de musique qui ne se fait pas et cetera et cetera. Et du coup, bah, moi j'ai décidé de renverser un petit peu à la vapeur, à mon niveau, en espérant que ça fasse un effet boule de neige et que finalement, ça se fasse de façon un peu plus intense, au cours du temps. et du coup, moi, je t'avoue, je suis pas, je connais pas beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais nous citer peut-être comme, personnalité, comme compositrice Ah peut-être qui bah serait pas connue et qui, enfin si je te dis Mozart, ouais, bah, sa sœur était compositrice. Si je te dis, Schumann, ouais, Robert Schumann?
C'est sa femme qui était compositrice. OK. Si Donc je te dis, Félix Mendelssohn, ouais, sa sœur aussi était compositrice. Donc on a plein de noms dans des familles de musiciens, reconnus, mais on a aussi des compositrices un petit peu plus, indépendantes, on va dire, heu, qui ont, vu leur notoriété de leur vivant, mais qui n'ont pas été maintenues, en fait, après leur mort. C'est souvent le souci. comment se fait-il que ces personnalités soient un petit peu féminines, soient été invisibilisées? Parce que est-ce que c'est leurs maris qui, du coup, ont pris leurs chansons et ils ont utilisé sous leur nom? Est-ce qu'elles ont participé ou est-ce qu'elles faisaient leur propre composition? Ben, faut savoir que, socialement, les femmes n'ont pas eu la même place, aux différentes périodes de l'histoire. Donc, si on prend la position sociale des femmes au 19e, c'est pas du tout la même chose que si on prend la position sociale d'une femme au 18e siècle et en fonction des catégories sociales, c'est pas non plus la même chose aussi. On va pas avoir la même, façon de d'agir pour une femme qui naît dans une famille d'artistes que pour une femme qui naît dans une famille de l'aristocratie, par exemple. Heu et du coup, on va avoir parfois des parcours de femmes qui sont très proches, parce qu'elles ont vécu à la même période et à peu près dans les mêmes catégories sociales et parfois on va avoir des parcours très différents parce que justement, le cursus, enfin le milieu social n'était pas le même, les mœurs n'étaient pas les mêmes non plus et cetera et cetera. Donc, si je prends par exemple le cas de Fanny Mendelssohn, elle a vécu au 19e siècle et en fait, son père ne voulait pas qu'elle vive de la musique. Alors qu'elle était, selon les commentateurs de l'époque, à peu près aussi douée que son frère, tu vois? Sauf qu'elle, elle a été contrainte de se marier, elle a été contrainte d'élever ses enfants et de gérer la maison. Et du coup, bah, on n'a pas forcément, la possibilité de travailler à des œuvres symphoniques, à des opéras quand on a, une marmaille à élever, une maison à gérer, quoi. Alors elle, elle a eu de la chance parce que son mari était peintre, il était artiste aussi et il l'a fortement encouragée à continuer à travailler sur sa musique. Et d'ailleurs, on a des partitions où, on a la musique de Fanny Mendelssohn avec des illustrations de son mari. Heu, mais si on prend, une autre compositrice qui a vécu à la même époque, Clara Schumann par exemple, elle, son mari ne l'a pas du tout, encouragée à à travailler, la composition et elle a eu 8 enfants, pardon. Va faire de la musique quand tu as 8 enfants. Sauf que elle était plus connue de son vivant que son mari. Parce que c'était une grande pianiste concertiste, qu'elle a créé beaucoup de concertos, qu'elle a été, faire des tournées, européennes, j'ai une anecdote, très amusante, la fois où, la famille Schumann est partie en Russie, on a, acclamé, Clara Schumann et puis on s'est tourné vers Robert Schumann et on lui a demandé: «Mais vous, vous êtes qui?» Voilà. Et là, il a refusé de l'accompagner dans les tournées, qu'elle a faites, après. Mais tu vois, on a quand même des parcours qui sont différents, parce que Clara Schumann était née dans une famille artiste, puisque son père était professeur de piano, compositeur et qu'il l'a poussée à à à être pianiste concertiste. Tandis que, Fanny Mendelssohn, à côté, elle est née dans une famille, beaucoup plus bourgeoise et même si, on a développé les talents d'artiste des enfants, à partir du moment où elle n'était plus enfant, mais que c'était une femme, elle a dû se marier, avoir des enfants, élever les enfants et cetera et cetera.
Et c'est très amusant parce que enfin, c'est très amusant, non, pas du tout, c'est en réalité, c'est très affligeant, mais si, tu regardes la page Wikipédia de la femme de Félix Mendelssohn, qui est lyonnaise à l'origine, globalement, c'est elle est née, elle a épousé Mendelssohn, elle a élevé ses enfants et elle est morte et elle n'est pas connue pour autre chose. Et c'est assez triste de voir tout ça. Donc sa femme, c'est Cécile Mendelssohn. Je ne sais pas si tu vas pouvoir mettre la page de Cécile Mendelssohn. Alors je cherche, je suis sur lui, conjoint Cécile Jean Renaud. C'est ça, Cécile Jean Renaud, épouse Mendelssohn. Et ben, tu vas voir que c'est assez triste. Il y a de longs paragraphes Ah oui. Ah oui, sur sa famille, mais sur elle, il y a stricto sensus rien. ouais, il a fait ouais, ça commence, Félix, elle a fait sa connaissance, d'accord. Ils ont des enfants, très bien. Voilà. Elle est décédée, très bien, super. Elle est née, Euh, elle a rencontré Mendelssohn et elle est décédée. c'est Génial. ça, vraiment. Quand je suis tombé sur sa page Wikipédia, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a une raison pour laquelle elle est célèbre à part le fait d'avoir épousé Mendelssohn? Ouais, parce qu'il y a écrit en gros, c'est l'épouse du compositeur Félix Mendelssohn. Et voilà, elle est C'est ça. l'épouse. Et si tu regardes par contre sur l'article de Félix Mendelssohn, tu ne verras pas que il est l'époux de Cécile Non, Jean Renaud. non. Non, et compositeur, chef d'orchestre, pianiste. Voilà. Elle n'est connue que parce qu'elle a épousé Félix Mendelssohn, et lui, il est connu par sa musique. Mais elle a publié des œuvres qui sont connues, elle a fait des œuvres parce que attends. Peut-être, je me suis pas encore penché sur elle, mais il est très probable qu'elle ait Elle fait de la musique, ou en tout cas qu'elle en ait joué, qu'elle en ait écrit peut-être, mais rien du tout, hein, il y a là, c'est affligeant. On peut pas dire autre chose. Et pareil, ses enfants, il s'avère que Lily a été une chanteuse, une cantatrice reconnue, mais on la connaît avant tout comme étant la fille de Mendelssohn. ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est très triste. Bah, ouais. Et quand je me suis rendu compte de tout ça, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que on a sûrement des trésors dans des greniers, dans des caves, dans les archives de la Bibliothèque nationale de France ou autre, et c'est absolument pas mis en avant, ce qui est le cas. Alors ça a tendance à s'inverser maintenant, sauf que on voit une différence entre les compositrices qui sont enregistrées pour le disque et les compositrices qui sont jouées en concert. Les compositrices sont très enregistrées, mais elles ne sont pas vues comme étant bankable, donc elles ne sont pas jouées en concert. Là aussi, c'est très triste. Et j'ai fait un comparatif déjà de la saison 2024-2025. Lyon, il y a une quinzaine de compositrices et une vingtaine d'œuvres sur toute l'année, sur toute la saison 2024-2025. À Toulouse, il y a 3 compositrices. C'est pathétique. À ce stade-là, c'est pathétique. La Philharmonie de Paris, j'avais compté, c'était environ une dizaine de compositrices. Si tu enlèves les compositrices contemporaines, t'en Mais avais c une. mais c'est en tout depuis que ça a été créé ou, Non, sur, non, juste sur la saison il 2024-2025. y en a combien en tout des compositeurs sinon sur le total? À Toulouse, bah, c'est tout le reste de l'année. Il y en avait facilement une trentaine, tu vois. Une trentaine différents. Entre Mahler, entre Wagner, entre Rossini, Donizetti, Debussy, Ravel, Stravinsky, etc., etc. Enfin, on peut en citer une flopée de compositeurs qui sont joués au concert, mais des compositrices, beaucoup moins. Donc c'est assez rageant en fait.
Donc on les voit au disque, elles sont enregistrées pour le disque, ça c'est très bien, mais maintenant il faut quand même, pouvoir, les voir en concert en fait, entendre leurs œuvres en concert pour que les gens puissent se dire: «Bah, il y a quand même, des femmes qui écrivent de la musique, qui sont jouées après leur mort aussi», ça c'est très important et voilà et pas juste, les découvrir parce qu'on achète un disque, au hasard d'un bac de la Fnac ou comme ça, quoi. Là, tu parlais justement de c'est qu'après leur mort, il y a on pouvait retrouver est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a cette justement, parler de la place de la femme qui a été, invisibilisée parce qu'elles avaient une place socialement qui était inférieure à celle de l'homme à ce moment-là et que c'est les hommes qui étaient compositeurs et que, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, les femmes, c'était pas une carrière qui était bien vue par la famille et cetera, de devenir compositrice. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une redécouverte de ces femmes qui sont compositrices et qui sont du coup admises comme compositrices et qui sont diffusées? Parce que là, tu montrais l'exemple de la femme de Mendelssohn, on n'a aucune information sur la page wiki de ce qu'elle a publié. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de la femme de Wagner ou des autres? Est-ce qu'on a des sources, on a des éléments ou même d'autres qui ne sont pas forcément des femmes de compositeurs, qui ont été compositrices à leur propre chef sans que leur mari soit et qu'on a vraiment des informations dessus et qu'on sait qu'elles ont été, quoi? Oui, alors, on parlera d'une compositrice, tout à l'heure, dont je tairai le nom, qui ne s'est jamais mariée. Elle a vécu en concubinage avec l'auteur Catulle Mendes et elle a eu des enfants. Mais elle ne s'est jamais mariée et elle a eu une carrière resplendissante, de son vivant. Sauf qu'à sa mort, bah, là pareil, le travail de mémoire ne s'est pas fait. Mais des compositrices qui ont eu une notoriété importante de leur vivant, il y en a eu beaucoup, même sans qu'elles soient filles d'eux ou femmes d'eux ou sœurs d'eux. Si je prends par exemple le cas de Louise Farinck, elle a eu la chance, d'épouser Aristide Farinck, qui a monté sa propre maison d'édition pour publier les œuvres de sa femme. Louise Farang-Penis est compositrice, OK, donc c'est, montre en même temps là. 1804, 2e siècle. C'est ça. Donc elle est née en 1804 et morte, en 1875. Elle a quand même composé, 4 ou 5 symphonies, si je me trompe pas. Elle a composé beaucoup pour le piano puisque c'était une pianiste très très virtuose. Ce qui est assez amusant, c'est qu'elle n'a jamais écrit de concerto pour piano, malgré tout. Elle a écrit beaucoup de musique de chambre aussi. Ah non, pardon, c'est 3 symphonies et 2 ouvertures. Du coup, voilà, elle a quand même écrit des œuvres assez importantes. On n'écrit pas une symphonie comme on écrirait une mélodie. Les symphonies, c'est des œuvres assez imposantes, c'est un travail de longue haleine, hein. Certains compositeurs ont mis plusieurs années, voire décennies, à écrire une symphonie. Et là, on voit une œuvre Donc, qui est assez riche de cette personne-là. Est-ce que c'est alors moi, je la connais absolument pas, hein, donc je me permets de t'interrompre. Est-ce que c'est quelqu'un de son vivant qui était connu? Est-ce que c'est quelqu'un oui, aujourd'hui qui était reconnu comme compositrice? Ou c'est quelqu'un qu'on a redécouvert après, justement, parce que tu parlais qu'elle était et plus indépendante ben, de son mari que les autres que tu as mentionnés précédemment? de son vivant, elle était très connue. Elle a notamment été, jouée par les orchestres parisiens comme, l'orchestre Padeloup, l'orchestre, hem, Colonne, l'orchestre du conservatoire aussi. Donc elle était jouée. Elle était jouée, elle était reconnue et c'est, à sa mort que, elle est tombée en désuétude, on va dire et elle a été redécouverte plus tard, au cours du 20e, de la fin du 20e et du début du 21e siècle. En réalité, les études sur les compositrices, ça fait quoi? 10 ans, 20 ans à tout casser que ça commence à se faire. Donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup de travail encore à faire. Et le problème, c'est que comme on doit rattraper une quantité de temps phénoménale, pour l'instant, on est obligé de travailler sur des compositrices ponctuellement. Quand on aura réussi à ressortir tout un corpus, là, on va pouvoir travailler sur une esthétique globale, etc., etc. Mais
on construit pas une pyramide avec des gros cailloux d'abord. On commence avec les petits et ensuite on va ramener les grosses pierres. Et tu parlais, c'était intéressant, je suis en train de parcourir la page Wikipédia parce que je la connais absolument pas. Mais en plus d'être une compositrice, elle fait partie des personnes, enfin des premières qui ont été enseignantes du coup, quand tu parlais au Conservatoire de Paris, mais en tant que professeur et non comme adjoint ou, comme, du coup subalterne en fait du Conservatoire de Paris. Et elle a lutté en fait pour, la défense des droits des femmes, pour l'égalité homme-femme. Elle a réussi à avoir un salaire égal à celui d'un homme, qui est Mmh. assez incroyable quand on y pense encore aujourd'hui, alors que c'était il y a 150 ans. C'est ça. En réalité, Louise Farrenc a pas été la première professeure, la première femme professeure au Conservatoire de Paris, puisqu'elle a été précédée par Hélène de Montgeroult. Hélène de Montgeroult qui a aussi une vie assez trépidante. Mais elle était aristocrate et c'est d'ailleurs parce qu'elle était, extraordinairement douée au piano qu'elle a réussi à sauver sa tête. Parce que sinon, elle était, c'est la comtesse, c'est une comtesse donc elle était, censée être guillotinée. Mais elle a été sauvée par le conservatoire qui lui a donné le poste de professeur de piano et elle a réussi à justement, à être la première femme professeure de piano au conservatoire et première professeure de piano tout court. Elle a ensuite été remplacée par Louise Farrenc après son décès et Louise Farrenc a, perpétué en fait, entre guillemets la classe de piano d'Hélène de Montgeroult. Hélène de Montgeroult a notamment écrit, un manuel de pédagogie, heu, pour l'enseignement du piano justement. Et c'est très amusant parce que si on regarde, beaucoup de femmes sont en réalité professeurs. Tout simplement parce qu'en fait, les stéréotypes qu'on associe aux femmes, c'est-à-dire la générosité, la bienveillance, le soin, tout ce qui concerne le care, on les retrouve aussi dans ces postes de professeurs. Il y a une intersection entre les stéréotypes qu'on associe aux professeurs et les stéréotypes qu'on associe à la position sociale de la femme. Et du coup, beaucoup de compositrices se retrouvent à être aussi pédagogues, de fait. Dans ce cas-là, on peut trouver aussi Augusta Holmes, dont je parlerai finalement, je sors son nom parce que voilà, je ne peux pas le taire plus longtemps. Augusta Holmes a été professeur, Marie Jaël a été professeur, Mel Bonis a été professeur, Louise Farrenc, Hélène de Montgeroult, enfin beaucoup de femmes se retrouvent à être professeurs, ne serait-ce que pour pouvoir vivre de leur travail de musicienne, mais aussi parce qu'elles y sont entre guillemets «un peu contraintes». Voilà, comme le dit Astragal, c'est parce qu'à l'époque, les seuls métiers qui paraissaient acceptables pour une femme, c'était entre autres l'éducation. Donc de fait, Question musicale, elle ça se va dedans, retrouvait, au final. c'est ça, c'est ça. Et en fait, quand on était quand on était une fille de bonne famille, la musique faisait partie de l'éducation, pour être une fille, épousable, pour être une future, mère au foyer digne de ce nom. Sauf que même dans l'attribution des instruments, on avait du sexisme. Est-ce que tu saurais trouver la raison pour laquelle les femmes ne faisaient pas de violoncelle, par exemple? Ouais, avec mes connaissances qui sont en dessous de tout dans le niveau, je dirais qu'il y avait peut-être une hiérarchisation en fait du violoncelle qui était plus un instrument, on va dire plus huppé que d'autres instruments quoi. Comme pour avoir Non, il y a des métiers qui sont plus huppés, non? c'est pas pour cette raison. Ah si, j'ai entendu, le placement dans l'orchestre? C'est pas quand tu es placé dans quelque part Non plus. dans l'opéra, non? C'est pas le placement dans l'orchestre. Astragal a la réponse. Entre ses Voilà, jambes? Ah! et voilà. En fait, il fallait qu'elles écartent les cuisses et c'était vraiment pas bien vu. Ah, Pareil, quelle est la raison pour laquelle les femmes ne faisaient pas d'instruments avant? Tout simplement parce que ça déformait le visage et du coup ça les enlaidissait.
de façon totalement subjective, hein. Mais du coup, Ah, la flûte, la clarinette, le hautbois, le basson, ça leur était interdit. Voilà, comme le dit Astragal, c'était pas esthétique. c'est pour ça qu'on a beaucoup de Donc pianistes alors, c'est des ça, femmes. parce qu'en fait, le piano, c'est un instrument où tu te tiens le dos droit, où tu fais pas des mouvements extraordinaires, ou qui ne déforment pas le corps et encore le piano, il fallait pas qu'elle joue des œuvres très difficiles ou autres, parce que sinon, elle pouvait suer et la sueur pouvait se voir. On en était là. C'est incroyable, moi je tombe des nues, hein, franchement ça me alors je savais qu'il y avait des trucs sur les instruments, mais de là, franchement c'est incroyable. Donc et puis pareil, pendant un certain temps, le violon n'était pas bien vu comme un instrument pour les femmes, tout simplement parce qu'en fait, beh, quand tu tiens ton violon comme ça et ton archet, le gras qui est ici, bah, tu le vois flotter. C'est exactement la raison pour laquelle la reine d'Angleterre saluait comme ça, hein, et pas comme ça. Donc en fait, il y a des raisons qui sont d'ordre purement esthétique et qui reconditionnent la femme à sa position d'objet. Donc, de fait, c'est beaucoup plus dur pour une femme d'accéder à l'instrument, à la composition, parce que pour composer quelque chose, il faut connaître l'instrument, que pour un homme. Un homme, on va pas lui dire: «Mais non, tu vas pas jouer du violoncelle, faut que tu écartes les cuisses», ça se fait pas. Et c'est marrant parce que cette histoire du femme instrument, alors là, je relisais la page là que Hélène de Montgeroux. Là, bon, tu as annoncé la petite anecdote qu'elle aurait sauvé sa tête en jouant une piano. Elle disait même la Marseillaise du coup, pendant Oui. l'insurrection. Alors je sais pas si c'est un truc bon, selon Wiki, ils mettent le conditionnel, donc je sais pas s'il y a une source fiable qui dit ou pas qu'elle aurait sauvé sur ça, Alors, mais ça renvoie en tout cas à cette c'est femme instrument. bah, oui, totalement. En fait, c'est très probablement une légende qu'elle ait joué et improvisé la Marseillaise et des variations sur la Marseillaise devant tout le comité de salut public, même si ça ajoute à la gloire quand même de la compositrice et de la pianiste. Mais elle, étant aristocrate, elle savait jouer du piano de façon convenable. Donc elle avait quand même accès à la musique, elle avait quand même accès à une certaine connaissance de la musique et du piano. Heu, mais ça aurait pas été la même chose si ça avait été, madame tout le monde, en fait. Ouais, donc c'est peut-être pas de cette façon-là, mais on peut penser que c'est la musique qui a quand même en grande partie aidé à sauver sa tête, quoi. Exactement. En fait, elle était quand même très reconnue en tant que pianiste, et par ses pairs surtout, par ses collègues, masculins, de musique et quand il y a eu le conservatoire, quand le conservatoire a été fondé, le conservatoire découle en réalité de l'académie de musique. Sauf que l'académie de musique, elle pouvait pas s'appeler académie de musique, puisque ça avait été fondé par la royauté. Donc ça a été appelé le conservatoire républicain de musique et les personnes qui ont travaillé au conservatoire, heu, qui reconnaissaient le talent d'Hélène de Montgeroux, ont dit: «Elle, on la garde en tant que citoyenne. Vous ne lui coupez pas la tête et elle enseignera, au conservatoire». C'est un peu, un jeu de contrepartie, en fait. Tu enseignes au conservatoire, on sauve ta tête. Voilà. Partant de là, Oh, le choix est vite fait, hein. voilà, Le le choix est vite fait quand ce genre de choses arrive. En plus, c'est un métier Donc, passion, donc ça va quand même. Il y a pire, quoi, pour sauver sa tête. bah, disons qu'elle, elle était pas contrainte non plus à Ouais, travailler pour gagner sa vie, voilà, du coup. déjà pas mal. Donc, Et voilà, mais on a ces anecdotes de compositrices, mais en fait, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg et je sais plus qui c'est qui disait ça tout à l'heure, je sais plus si c'est Astragal ou Cybèle, s il y a un effet Mathilda.
Il y a un effet Mathilda parce que, on a, quelques noms de compositrices qui ressortent du lot et on se dit: «Bah, ça y est, les femmes, elles arrivent à faire, de la musique». Bah, si tu regardes, en dessous, bah, c'est pas folichon, c'est pas folichon. Est-ce que du coup, là, cette, invisibilisation des femmes, ces femmes qui font des instruments, qu'elles ont pas le droit de jouer tous les instruments, est-ce que ça a un impact, je m'avancerais peut-être que oui, sur le style musique et sur la différence qu'on a entre un homme et une femme sur les thématiques, sur, les Et sons oui, peut-être qui sont faits? alors en réalité et j'en discutais avec, Claire Delamarche qui est une musicologue, et qui est la conservatrice de l'orgue de l'Auditorium de Lyon. Et elle me disait, «Oui, mais les compositrices enfin, les œuvres des compositrices sont souvent, un peu, elles sentent un petit peu le rance, tu vois? Elles sentent un petit peu l'arriéré». Mais si tu regardes les difficultés d'accéder aux connaissances, bah, c'est normal d'avoir un écart entre l'avant-garde masculine et l'avant-garde féminine, sachant que l'avant-garde féminine, elle est obligée d'acquérir ses connaissances un peu toute seule. Elle se fait par l'expérience, elle se fait parce que, on peut assister à des concerts, mais elle se fait pas par l'éducation dans les conservatoires. Partant de là, forcément, il y a un délai, il y a un écart qui se creuse et les œuvres des compositrices vont sentir un petit peu plus la naphtaline parce que de toute façon, elles ne sont pas dans l'avant-garde, elles ne sont pas, dans, dans les conservatoires. Si tu veux un exemple, Lily Boulanger a été la première compositrice à avoir un premier prix de Rome, en 1913, plus de 130 ans après la création du prix de Rome. Je Et le cherche, prix de mais Rome n'a Lily Boulanger, c'est une compositrice ah, qui est j'ai morte trouvé. très jeune malheureusement. Elle avait même pas 25 ans. 1er Grand Prix de Rome, première femme à avoir un Grand Prix de Rome en 1913. Ça n'a pas été la première femme à avoir un prix de Rome parce que d'autres femmes ayant eu un second prix de Rome sont passées avant elle, mais l'ouverture au prix de Rome n'a été faite qu'à partir de la fin des années 1890. Pour recontextualiser, peut-être présenter le Grand Prix de Rome, qu'est-ce que ça représente dans l'univers de la musique? Alors, Qu'est-ce que c'est? le, le Grand Prix de Rome, c'est dans le milieu musical du 19e et du 20e, c'est le Graal. En fait, c'est un concours qui se passe en 2 étapes. Il y a une première étape où tu dois, composer une fugue et une deuxième étape où tu dois composer une cantate sur un texte imposé. Et la cantate qui est composée, heu, est récompensée par un Grand Prix de Rome. Le Grand Prix de Rome, c'est quoi? C'est 3 ans d'études et de financement en France et à l'étranger. Donc pendant ces 3 ans, tu as, non pardon, pendant 5 ans et tu as 3 ans de résidence à la Villa Médicis à Rome. En fait, pendant ces 5 ans, tu vas faire ce qu'on appelle le grand tour. C'est-à-dire que tu vas visiter l'Italie, tu vas visiter la Grèce, tu vas, visiter l'Allemagne et cetera et cetera et tu vas, faire, un petit peu tes preuves. Quand tu as gagné le Grand Prix de Rome, tu as notamment 3 ans de résidence à la Villa Médicis. Alors, tu es payé, tu es logé, tu es nourri, blanchi, enfin, c'est vraiment le paradis. Et certains compositeurs ne l'ont jamais eu. Ravel, ça a été un scandale parce qu'il l'a tenté 5 fois et 5 fois, il l'a raté. Lily Boulanger, elle l'a tenté, dès la première année, elle l'a eu. Et en fait, on retrouve en musique ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres domaines artistiques et même scientifiques ou peu importe. Euh, Quand une femme doit avoir le niveau d'un homme, en réalité, on lui demande tellement plus qu'elle a un niveau bien plus considérable. Encore plus C'est pour ça. admirable du coup de l'avoir obtenu. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont obtenu? Parce que du coup, c'est la première.
Alors, elle, ça a été la première Grand Prix de Rome. Avant elle, il y a eu d'autres femmes qui ont eu le deuxième Grand Prix de Rome. Mais à partir du moment où le Grand Prix de Rome a été ouvert aux femmes. C'est la première année que c'était ouvert aux femmes en 1913? Non, c'était pas la première année. La première année où ça a été ouvert aux femmes, c'était en 1909, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Mais à partir de 1909, tous les ans, il y avait au moins une femme dans le classement, que ça soit premier ou deuxième Grand Prix. Tous les ans. Preuve que quand tu as la possibilité d'accéder aux études et de te nourrir de vraiment tout le milieu musical de l'époque, bah, les femmes sont pas moins capables qu'un homme, en fait. Et si on prend un comparatif, c'est un peu j'ai l'impression que tu as le séjour en plus, c'est un peu le César++, c'est un petit peu, Ah beh, quand tu as le Grand Prix de Rome, c'est l'une des meilleures lignes sur ton CV en réalité. Debussy a eu le prix de Rome, Fauré, je suis pas sûr que Fauré ait eu le prix de Rome. Le père de Lily et Nadia Boulanger a eu le prix de Rome et ce qui est très drôle, c'est que leur père a eu le Grand Prix de Rome. Nadia Boulanger, la grande sœur de Lily Boulanger, a eu un deuxième prix de Rome, un deuxième Grand Prix, et Lily a eu aussi un premier Grand Prix. Donc c'est vraiment une filiation, tu as une famille de génies, en fait. ouais, ça, c'est comme disait Alex Rice, c'est un peu l'équivalent du prix Nobel aussi en C'est musique, ça, quoi. Mais je c'est regardais ça. dans le der dans sur Wiki, le dernier a été décerné en 1968, quelque chose qui n'existe plus. Et oui. C'est quelque chose qui n'existe plus et qui a été, supprimé suite, aux émeutes de 1968, Ouais, de mai pareil. 68. Parce qu'en réalité, les musiciens, le conservatoire, heu, étaient pas fans de ce qui se passait et donc ils faisaient des grèves, ils faisaient des blocus. Les élèves ont été très, très très, merde, j'ai pas le mot. Investis, en fait, dans les changements qui ont eu lieu en 1968. Et c'est la même raison pour laquelle le conservatoire est hors des murs de Paris. C'est la même raison pour laquelle les facs de lettres sont hors des murs des villes. C'est parce que justement, ils ont créé des émeutes tellement importantes qu'on a dit: «Eux, on les veut plus dans la ville». C'est pour ça que maintenant le conservatoire de Paris se retrouve, à la Villette et pas dans les murs de Paris comme, ça l'était avant. On me dit qu'il y a un prix de résidence à la Villa Médicis qui existe encore comme, un petit héritage de ce prix-là. Je sais pas s'il y a Oui, quelque chose d'autre qui c'est ça. existe aujourd'hui, qui est équivalent, fait suite à ce Grand Prix de Rome? Alors en fait, l'investiture dans la Villa Médicis, c'est plus une résidence d'artiste maintenant que, une récompense suite à un concours. Mais, ça reste quand même, la résidence, que tous les compositeurs et toutes les compositrices voudraient avoir en fait. Donc, ça reste quand même, un très bel achievement. Voilà. C'est vrai que c'est quand même, rien que pour le prestige, encore une fois, c'est toujours, une étape importante, comme disait Astrial là dans son un artiste. C'est une reconnaissance C'est par ça, tes pairs, encore plus quand tu es une femme, c'est tu ça. un tu comme, artiste, un vrai artiste, quoi. C'est ça et beaucoup de compositrices, sont passées par là. Depuis que le prix de Rome a été ouvert aux compositrices, beaucoup ont gagné le second, voire le premier prix de Rome et après la suppression du prix de Rome en 1968, beaucoup de compositrices ont continué à séjourner à la Villa Médicis. Donc en fait, c'est juste quand tu vois ce genre de choses, tu constates juste que, lorsque tu permets aux femmes d'apprendre la musique et de composer, ben, soit elles arrivent très bien à le faire, soit elles le font mieux qu'un homme parce qu'elles ont dû batailler plus pour pouvoir y accéder.
Donc heu, donc voilà et certaines associations travaillent encore à remettre en avant ce matrimoine musical et moi, dans mon ancienne association, on avait répertorié, plus de 2 600 compositrices, depuis le XIe siècle jusqu'à nos jours. On fait un rapport par rapport aux compositeurs, ça fait une proportion de combien, est-ce qu'on a des chiffres? On peut pas vraiment le dire parce qu'on n'a pas forcément, déjà on a perdu aussi le nom de certains compositeurs, hein, il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe, qu'on oublie, et qui ne sont pas restés, dans les dans les annales. Mais, on peut pas donner de chiffres tout simplement parce qu'en fait, on ne connaîtra jamais le nombre véritable de compositeurs et de compositrices. Tout ce qu'on peut faire, c'est une approximation. Et ces compositeurs-là qui sont lancés, est-ce que, c'était un moyen pour elles de s'émanciper? Est-ce que c'était un moyen, elles ont fait ça par passion? Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un métier d'éducateur, Ah ben, elles sont nommées professeurs. Co Qu'est-ce que ça représentait la musique, pour ce genre de femmes, un peu invisibilisées par alors la société? je pense que pour le coup, toute artiste à qui tu demanderas: «Pourquoi est-ce que tu fais de l'art?» te donnera des raisons différentes, mais qui pourraient dans le fond s'apparenter à: «Bah, parce que j'aime ça». Donc parce que tu es pas artiste pour en vivre, en réalité. Tu es artiste parce que tu aimes créer, parce que le médium que tu utilises, te plaît, et cetera. Mais tu pas artiste pour en vivre. Si tu veux vivre de quelque chose, tu deviens banquier ou tu fais quelque chose comme ça. Mais tu fais pas de l'art. Les Heu, compositeurs, les autres, les hommes qui étaient musiciens, ils en vivaient eux, de leur métier. ah Est-ce que du coup les bah femmes à côté qui étaient compositeurs que tu mentionnes, elles avaient un métier à côté ou alors je sais pas? très souvent les compositeurs, les hommes, avaient aussi d'autres travails à côté. Ils étaient, par exemple, pour, prendre le cas de Berlioz, il était critique de concert. Pareil pour, Debussy. Il y a eu beaucoup de compositeurs qui étaient critiques de concert à côté. Il y a beaucoup de compositeurs qui étaient aussi professeurs parce qu'il fallait gagner sa vie. En fait, gagner sa vie par ses compositions, c'était vraiment une très fine, couche des musiciens en réalité, que ce soit les hommes comme les femmes. Ça, c'est intéressant à dire parce qu'on voit souvent ces grands noms de la musique, de la culture, des stars et qui font on dit: «Ah tiens, en fait, ils vivent de leur passion». En fait, Ah mais pas forcément quand tu regardes derrière, tu t'intéresses un petit peu à l'historique du personnage. En fait, il avait un métier derrière, quoi, pour pouvoir ah composer, beh, pour avoir sa clairement. musique, pour faire peindre ou pour ceci, quoi. En fait, à partir de la première du premier quart du 19e siècle, le salariat des musiciens, a changé. Parce qu'avant, on était employé, à la cour d'un évêque, d'un prince, d'un duc, peu importe. Donc en fait, on avait une sorte de rente qui venait, à l'année ou au mois. Sauf qu'avec l'industrialisation et l'avènement du capitalisme et de tout ce beau merdier, ça ne s'est plus fait. L'artiste est devenu indépendant. Mais du coup, il fallait qu'il trouve un moyen de retrouver cette rente qu'il pouvait avoir et donc ça a été par, des critiques, journalistiques, des cours. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé aussi à payer, les éditions, en fait. Quand tu composes quelque chose et que tu le fais publier par un éditeur, l'éditeur te payait une somme. Ça se faisait pas avant. Ça a commencé à se faire à partir de la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est à partir de ce moment-là que les compositeurs et les compositrices, devaient faire quelque chose à côté pour pouvoir vivre. Est-ce que c'est des sommes, du coup, qui étaient importantes ou c'était vraiment des choses, histoire d'eux, quoi? Ah beh,
Bon, c'est difficile de pouvoir juger de sommes, parce que quand on dit par exemple, oui, 900 francs de l'époque, pour visualiser ça avec notre, contexte actuel où, 900 francs ça te fait enfin 900 €, ça te fait pas un loyer dans certaines villes. Ça peut paraître rien. Mais en réalité, il y a certaines époques, c'était phénoménal. Le Boléro de Ravel, par exemple, ça a été une commande, faite par, Ida Rubinstein, qui était une des millionnaires, même milliardaires de son époque. Heu, C'était 60 000 francs de l'époque. 60 000 francs de l'époque, ça fait plusieurs millions, à notre époque. Tu vois l'inflation? Donc c'est c'est un peu compliqué de se dire, «Ouais, bah, 60 000 francs, c'est pas énorme, quoi, pour le succès de ce machin». Mais en fait, avec 60 000 francs, Ravel, il a fait le meilleur truc de sa vie, quoi. Donc heu, donc voilà, c'est toujours difficile d'évaluer avec notre regard de maintenant, le salariat et le «gagne-pain» entre guillemets que la musique pouvait être à une époque, qui est, parfois de plus en plus lointaine, quoi. Façon de vie, il y avait d'autres mœurs et puis le coût de la vie était différent. Il y avait une perception de la culture Bah, qui était c'est un peu ça, différent et puis il y a pas toutes les normes sociales qu'on a aujourd'hui. On a quand même la chance d'avoir c'est ça. Donc et encore en France, nous, on a l'intermittence du spectacle, ce qu'il n'y a pas dans d'autres pays et et on a quand même la chance d'avoir cette «protection» entre guillemets, même si elle s'amenuise d'année en année et que, tous les gouvernements essayent de nous la supprimer de plus en plus, quoi. d'ailleurs, Astra disait c'était un peu ce que tu parlais, un petit peu l'ancêtre de l'intermittence du spectacle en fait et un peu la naissance au final, C'est de ça, ça. Première c'est compensation exactement ça. qu'on peut avoir en faisant de la musique. En fait, si on regarde, les premiers compositeurs et premières compositrices, à avoir été reconnus, en tant que tels, étaient, employés par des cours seigneuriales. Le duc de Mantoue, par exemple, avait employé, Claudio Monteverdi. Il avait employé, Giulio Caccini, puis ses filles, Septimia et j'ai oublié la deuxième, Francesca. Francesca et Septimia Caccini, qui étaient 2 compositrices aussi, ont été employées par le duc de Mantoue et en fait, c'est le c'est les débuts, du salariat et de l'intermittence aussi. Parce que le duc avait une position, bah, de «chef, d'État» entre guillemets. Parce que faut s'imaginer que, l'Italie de la Renaissance n'est c'était un ensemble de duchés, de principautés, de royautés. C'est pas encore l'Italie unifiée qu'on a aujourd'hui, on en est C'est encore très ça, loin. c'est ça. C'était encore très très complexe et bah, tu avais des rivalités, seigneuriales. Donc le duc de Mantoue qui pouvait, très facilement faire la guerre au doge de Venise, ou des trucs de ce genre et la rivalité se faisait aussi au niveau artistique. C'était, à celui qui aurait la cour la plus florissante, les artistes les plus renommés et cetera et cetera. Mais est-ce que du coup Donc dans ces nouveaux statuts qui apparaît, est-ce qu'on a, une femmes qui sont présentes, qui ont ce ouais, statut? Ou alors c'est quelque chose qui est réservé aux hommes? Est-ce qu'elles sont proportionnellement représentées? Enfin bref, est-ce que alors, oui, il y a eu à peu près autant de femmes que d'hommes qui étaient, employés entre guillemets par les seigneurs de l'époque. J'ai parlé de Giulio Caccini et de ses filles, Septimia et Francesca, mais je peux aussi citer Anna Bonne de Venise, je peux citer, enfin on peut en trouver plein en réalité et
Et tout simplement parce que la réalité fait que, bah, les femmes aussi doivent survenir, à leur vie quotidienne, que, ça n'a pas toujours été le fait de se marier à un homme qui était l'achievement principal de la vie d'une femme. Il y a des périodes où elles étaient plus libres, il y a des périodes où, elles pouvaient divorcer plus facilement. Il y a même une période où, quand la femme se mariait avec sa dot, si elle divorçait, elle repartait avec la dot. Donc elle pouvait être, entre guillemets, «indépendante». Donc, en fait, ce qu'on a comme vision de la femme, de la situation de la femme, c'est une situation très 19e. Parce que le 19e siècle a été une énorme calamité pour les droits des femmes. Bah, pas que des femmes d'ailleurs, hein, parce que, bah, c'est passé par la Révolution justement, puis le Premier Empire, les républiques, le Second Empire et la Restauration d'abord et le Second Empire après, il y a eu, un travail de sape, manifeste qui a été fait sur les droits des femmes, quoi. Pareil, tout à l'heure, tu aurais peut-être des musiques à nous partager, à nous faire écouter qui sont représentatives, en fait, de ce travail qui a été fait par ces compositrices? Alors, c'est difficile de dire, telle musique va être représentative, tout simplement parce que tu pourrais pas faire la même chose avec un compositeur non plus, tu vois? Ouais, bien sûr. Alors, certes, on a quand même des grands maîtres, et on peut dire Beethoven, représente la musique du 19e siècle, mais encore, ça ne représente qu'une toute petite partie du 19e siècle, puisqu'il est mort dans les années, 1830. On pourrait dire Wagner, c'est l'achèvement de la musique romantique. Et encore, ça serait oublier que, Wagner et Beethoven sont tous les 2 allemands, donc quid de la musique italienne, française, anglaise, espagnole et cetera, ou russe, ou scandinave. Donc c'est un peu, je suis toujours un petit peu frileux, de dire, telle musique, est représentative, de son époque ou de la musique des femmes, parce que les femmes ne composent pas dans un style, très différent de celui des hommes, hein. Donc, si on écoute, les symphonies de Louise Farinck, par exemple, elles ressemblent, très fortement aux symphonies de les premières ressemblent aux symphonies de Mozart et les dernières ressemblent au la dernière ressemble à une symphonie de Beethoven. Donc c'est pas vraiment faisable. Je suis toujours un petit peu mitigé face, à ce genre de demande. Mais, si tu veux, je peux te proposer d'écouter le début de la troisième symphonie de Louise Farinck. Ouais, 3e sol en sol mineur? C'est ça. Ah, en plus, c'est une des meilleures versions, celle-là. Pas trop le son. Un peu, je trouve. Ouais, il faut Au début, avancer, là, là, ah, on n'a pas le son. tu pas le son, là? Non, moi, j'ai pas le son, en tout cas. Je vois le son qui s'allume, je vois le truc qui s'allume. Bah, c'est peut-être parce que j'ai coupé le son, du Ah! stream et Ah pas oui! de vidéo, Ah oui, sous le son. OK. Non, mais sous le son. Ah mais je sais pourquoi il est faible. C'est parce que mon son est ultra fort de base. Heu, heu, monte de ah il est faible. Je le mets à fond. Ça va me casser les oreilles, je pense. Leur son de base est hyper faible. Voilà,
voilà, ça c'est quand même, une musique, qui fait très beethovenienne. C'est moi quand j'entends cette symphonie, j'ai la 5e symphonie, la 7e symphonie qui me viennent en tête de Beethoven. Mais, c'est pour moi, c'est représentatif de la musique symphonique de Louis Farrenc, pas de la musique du 19e. Parce que tu peux avoir beaucoup de choses différentes, dans dans enfin, cette musique-là, cette symphonie, faut se dire qu'elle a été composée à peu près à la même période que la symphonie fantastique de Berlioz. C'est 2 symphonies qui sont radicalement différentes. Ouais. Donc et pourtant elles sont, ultra contemporaines. Si on met, Rossini, la fin de la vie de Rossini, Guillaume Tell, pareil, ça a été écrit, à peu près dans cette même période. Pourtant c'est quelque chose de totalement différent. Et du coup, Donc, Louis Farrenc, c'est une personnalité qui était connue à son époque et qui est encore reconnue aujourd'hui parce que là, on voit qu'elle est jouée par un orchestre. Je sais pas c'est quoi comme oui, orchestre, tu as vu, c'est un truc, philharmonique c'est de Radio l'orchestre France. philharmonique de Radio France, ouais. En plus, c'est avec Miko Franck à la direction, donc c'est vraiment, vraiment chouette parce que Miko Franck est un chef d'orchestre assez reconnu. Enfin, quand je dis assez reconnu, très reconnu en réalité. Mais oui, en fait, elle a commencé à ressortir de, 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 de l'ombre dans laquelle on l'avait mise assez injustement. En fait, moi, je fais remonter la redécouverte des compositrices à la thèse qu'a fait Florence Launay, qui a été ensuite publié comme ouvrage, comme livre, et qui répertoriait une vingtaine de compositrices françaises. Et c'est sorti, je crois, il y a une trentaine d'années à peu près, parce que Florence Launay, elle a quand même la cinquantaine maintenant, et ouais, ça fait quand même un petit moment, entre 20 et 30 ans à peu près que ce bouquin est sorti. Mais voilà, en fait, quand je te disais que ça fait pas longtemps que les compositrices, sont étudiées, Florence Launay a été une des premières, une des pionnières à travailler sur les compositrices. Oh là, l'auteur, c'est Florence en France du 19e siècle. C'est ça, c'est 2006, tu vois? Ça dans 2 ans, ça fera 20 ans. Bon, c'est Amazon, mais au moins vous avez la référence, quoi. Pour Donc Fayard. et alors, on voit justement le portrait de Louise Farrenc sur la couverture. Celle-là, non? Non, c'est celle d'à côté, c'est celle-là. Celle-là? Ouais, c'est ça. Et alors et tu peux nous dire les autres? Alors, on a, Armande de Polignac qui est en bas, tout à droite. Alors en fait, j'ai ma caméra sur la couverture, donc Ah j'aurais du mal à ouais, te dire celles qui sont ouais. cachées. Je vais, si tu peux me passer Ah attends, la je te attends, heu, ah merde, c'est mes trucs. compositrice en France. Non, c'est bon, t'inquiète, j'ai la couverture. Alors, de gauche à droite et de haut en bas, on a Mel Bonis, Cécile Chaminade, Louise Farrenc, Hélène de Montgeroux, Armande de Polignac tout en bas à droite, Ah non, je sais pas où c'est. Marie-Jaël juste à côté, celle avec le chapeau et la plume dedans, c'est Augusta Holmes, et celle tout à gauche, j'ai oublié son nom. Alors ils disent qu'il y en a beaucoup quand même, hein, quand tu vois la liste des gens qui sont dedans, Ouais, quoi. bah, là on a 8 portraits, mais dedans il y a une vingtaine de compositrices, tu vois. Enfin, on pouvait pas tous les mettre sur la couverture. Donc non, 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 et Ouais, elle a fait bref, un énorme travail sur toutes ces compositrices en réalité. même 550 pages. Oui, bah c'est une Ah thèse, hein. C'est sa thèse de musicologie qu'elle a publiée. ah ouais, ça c'est un gros bouquin. Il vaut son poids, quoi. Donc voilà. Mais avec tout ça, on s'est quand même bien éloigné du sujet dont on voulait parler quand même. C'est vrai qu'on est parti sur un autre sujet, mais on pourra refaire un live, c'est pas grave. Moi, je trouvais ça super en fait, tu es parti sur ton sujet, mais en fait, c'est intéressant de faire ça. Pourquoi on part pas sur Ah ça? mais moi, quand on me parle, quand on me demande de parler de compositrice, je pourrais en parler, mais littéralement des heures. Ouais, c'est Là, pour ça fait déjà 1 heure et quart que je c'est parle de pour ça, ça. on n'est pas du tout parti sur le sujet du jour.
et du coup, Donc on parle des compositrices, quoi. Mais en fait, quand tu as commencé à présenter le truc, j'ai fait: «En fait, c'est intéressant ça comme sujet. Pourquoi pas partir là-dessus, c'est quoi?» mais ouais, ouais, le site, scientifique que j'ai, le carnet hypothèse, je parle des œuvres de compositrices et de compositrices de façon générale. Ouais. Heu, enfin, c'est vraiment mon intérêt spécifique, tu vois? C'est Certaines personnes pensent que je pourrais, être sur le spectre autistique et quand je vois que je ne m'intéresse, absolument qu'aux compositrices depuis déjà, une dizaine d'années, je me dis: Ça pourrait être un bon signe». Ah, c'est bien. Mais si on C'est arrive à faire un parallèle avec le sujet qu'on voulait faire à la base, est-ce que il y a peut-être des musiques de compositrices qui ont été dans cette optique d'être, utilisées p p p on a dit armes politiques parce que le mot était fort, parce que certains des musiques qu'on voulait présenter aujourd'hui, qu'on fera je pense une prochaine fois parce qu'on est parti sur le sujet. Est-ce qu'on a des femmes qui ont été à l'origine et de oui, musiques qui ont eu un impact social, oui, politique? il y en a eu, heu Heu, justement dans ce projet de parler de musique et de politique, j'avais inclus une compositrice, Ah! Augusta Holmes. Alors, j'ai pas de musique puisqu'on n'a pas encore réenregistré cette pièce, mais elle a notamment écrit une pièce, qui s'appelle, Ode triomphale en l'honneur de la Révolution de 1789, qui a été jouée en 1889 et c'est une, pièce, vraiment, dantesque parce que c'était censé être joué par un orchestre de 300 musiciens et un chœur de 900 chanteurs et chanteuses. Ouais, j'essaie de trouver, pas des trucs. Alors, il y a pas j'ai pas trouvé de version, enregistrée, mais par exemple, l'image que je t'avais envoyée, du Ouais, décor, ouais, ouais. heu, c'était censé être le décor de la scène dans laquelle devait être joué, C'est vrai qu'elle était stylée. le l'Ode triomphale. Je pense que tu Heu, peux la remettre en ouais, grand format pour ceux pour, qui l'ont pas vu, attends, faut que je fasse pas des bêtises parce qu'après je partage des trucs perso, mais je fasse pas trop de bêtises après. Mais, non, je vais faire un truc. Bah, en fait, je vais la réenregistrer sur les scénars et je vais la rouvrir, en fait. Elle est où? ah Hop, beh, oui, Astragale, c'est une mission d'utilité publique de reconstituer, l'œuvre, mais pas que celle-là, en fait. hop, Toutes les œuvres de compositrices. c'était ça. Ah non, c'est la Non, tienne. Ah non, ça ça c'est c'est la ah mienne. non, ça Ça c'était la c'est ma tienne. photo de Mince, profil. mince. Ça c'était pas la bonne. Ah attends, je suis pas sur le bon truc. J'ai pas C'est j'ai pas téléchargé la bonne. C'est celle-là. Heu, hop. Ah c'est bon. Elle s'appelle Image, c'est bien. Elle est bien représentée. Voilà, là, on la va la voir. Là, elle est belle. Regardez comment elle est belle cette image. voilà. Elle est quand même bien sympa. Alors, heu, c'était censé représenter la victoire de, la France qui libère, la République. Donc chanter, il faut s'imaginer ça avec, 300 musiciens d'orchestre et 900 chanteurs sur scène. Attends, en face là, c'est des musiciens qui sont derrière là? Alors Ou non, c'est la foule ça? ça c'était censé être la foule. Ah ouais d'accord, donc là on Attends, a quoique, non, on voit pas trop les musiciens. non, mais là on a que le décor, donc Ouais, c'est vraiment juste la foule. ouais, Mais c'était censé être joué au palais de l'Industrie, ouais. On nous demande du coup s'il y à a des Paris. programmes, des assos qui travaillent sur ce genre de projet justement pour récupérer, pour Alors oui, relancer ça? moi j'essaye de lancer une association pour, organiser un festival dédié aux œuvres de compositrices. Il y avait l'association Composeurs qui n'existe plus, mais dont le travail continue, à exister. Il y a l'association, Présence Compositrice aussi. Je sais qu'il y a une association qui est en train de se monter en Belgique pour mettre en avant le matrimoine musical, belge. D'ailleurs, anecdote, très sympa, la compositrice, la plus âgée de toute l'histoire et de tous les genres confondus
est belge et c'est une femme. Elle a vécu de la fin du 19e jusqu'au début du 21e. Elle a littéralement fait 3 siècles. Voilà. Pas mal. Donc, il y a plusieurs associations. Il y a les maisons d'édition Furore qui ne publient que des œuvres de compositrices. Il y a Edwige, je crois, aussi aux États-Unis, mais ça reste quand même encore très marginal tout ça. Donc, Mais est-ce que du coup, les grosses œuvres marginales, tu vas peut-être là, t'avais pas d'extrait, est-ce que tu en as certaines où on a des ont été interprétées par des orchestres ou en tout cas des versions qui alors, je te propose d'écouter toujours d'Augusta Holmes, l'interlude La nuit et l'amour. version là. Alors, celle-là, elle se trouve sur YouTube. Je peux même te passer une bonne version. Ah bah, ouais, moi je suis je l'avais vu passer tout à l'heure, mais tout à l'heure. C'était la bonne version. Nous de l'amour, j'en c'était la bonne Hop, et Virago Symphonic Orchestra là, Pascal Van Haus. euh, C'est un orchestre qui joue. Alors 5 minutes. alors, attends, hop, je te passe ma version Ouais, préférée. bah, donne-moi ta version. Tu l'as partagée sur quoi? Hop, je te l'ai envoyé sur Discord. Ah ouais, je l'avais celle-là aussi. Voilà, c'est ma version préférée, toute version Bah, je confondue. te fais confiance là-dessus, hein, clairement. Et je vais me la mettre en parallèle parce que elle est magnifique. J'adore. Pour le plaisir. Oh, c'est libre de droit, ça va ça. Oui, c'est libre de droit. Ça on peut faire des choses ici. Et l'orchestration est superbe, elle est sublime. Là, on entend les flûtes et les clarinettes, les violons derrière qui sont en division de pupitre. C'est quelque chose qu'on n'a pas avant la fin du 19e. Donc, elle est vraiment ancrée dans son époque. Et là, avec la harpe qui arrive et ce lyrisme des cordes, on entre dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre du plus grand poétisme de la musique de la fin du 19e. Et c'est apaisant. C'est... Pour le moment, c'est apaisant, mais tu vas voir que quand ça va t'emporter, c'est... Alors, elle dure 5-6 minutes, 5 minutes 30. Donc, je me permets de te proposer qu'on l'écoute entièrement. Ah oui, ceux que c'est mieux, ça va. Vous êtes d'accord dans le chat qu'on l'écoute? Vous voulez écouter la musique? Laissez bercer par la musique. La belle image qu'on a. Moi, elle me fout les poils à chaque fois. C'est génial. Ça fait partie des œuvres dont j'arrive pas à me lasser. C'est bien ça, on part avec une idée. Et quand j'ai dit au début de live, je fais aujourd'hui je voulais faire un live chill avec toi. Et t'es parti avec une idée. Et en final, tu m'as lancé sur une autre idée. On part totalement à l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais dans une autre direction. Et c'est ça que je trouve incroyable. Et vraiment, tu sens que ça va venir par vagues. On voit un petit montée crescendo un petit peu de la musique. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça bouille un peu comme on dirait. C'est ça. Et Augusta Holmes, c'est une compositrice que j'aime beaucoup. C'est celle sur qui j'ai fait mon mémoire du conservatoire. Elle a notamment écrit des centaines de mélodies. Et moi, j'ai travaillé sur un cycle de mélodies qui s'inspire des 7 péchés capitaux. Et le péché capital de la luxure, la façon dont elle l'a écrit est très ressemblant à cet interlude.
Regarde, tout à l'heure, il y avait la question qui était faite, je t'avais demandé de nous partager des musiques et je t'ai demandé tout à l'heure, on t'en avait partagé quelques-unes sur Discord et tu avais même partagé ton site, Oui, super intéressant, qui est super funny. Là, j'ai remis le lien vers ta chaîne Twitch et que tu te streamais une fois par semaine, mais que tu as un site en fait où tu parles vraiment de c'est ce ça. sujet. C'est Ça, ça, j'ai un site sur lequel je parle des œuvres de compositrices, j'en fais l'analyse, vraiment je décortique un petit peu tout ce qu'il y a autour aussi. Et, euh, et pour les playlists, j'ai mes propres playlists, mais je peux aussi partager celles de Composer par exemple, qui a fait des playlists à thème. Donc tu as des playlists monographiques sur une compositrice, ou alors des playlists de symphonie ou de concerto ou de la musique pour harpe ou de la musique pour chœur, enfin plein de trucs différents. T'avais partagé ça dans les musiques, je sais plus. J'ai pas mis. Alors c'était dans le channel Histoire je crois. Ah ouais, Channel Tête Histoire, ouais. Ah ouais, t'avais pas mis ça dans les musiques. Non, tu m'avais dit de le mettre dans Histoire, du Ouais. coup je l'ai mis là. Ah, parce que c'était le site à la base. Ouais, parce que j'avais. Ah, je suis un- Ah oui, c'est en scène histoire, ouais, effectivement. Enfin, il y a les musiques, ouais. C'est ça. Parce que le channel musique je le vois pas. Il est en dessous. Tout en bas. Tout en bas. Ouais. Ah oui, les musiques. Donc, donc voilà. Et Ouais. on arrive à la fin de cet interlude qui n'est qu'un extrait d'une pièce beaucoup plus grande en réalité. Et là, le petit climax final. C'est Franchement, c'est si. voilà, c'est magnifique quand tu entends ça. C'est d'autant plus rageant d'entendre ça et de se dire ça a été invisibilisé pendant autant de temps. Ouais, c'est fou, hein. C'est incroyable, mais c'est bien qu'on a des travail justement de Donc, recherche pour ce. Là, du coup, on a failli l'invisibiliser aujourd'hui, encore une fois, on était parti sur un autre sujet. Mais on est sur ce sujet-là. Je sais pas si tu avais d'autres choses à dire aujourd'hui sur le sujet, parce qu'on a quand même fait pas mal le tour, je trouve, des je sujets, pourrais mais en parler pendant des heures et des ouais. heures, en réalité. Ah bah, je sais bien, hein, c'est pour ça, mais après on Après, je mais sais pas s'il y a des questions qui ouais, peuvent se poser c'est dans des le chat. questions, c'est juste que on avait prévu à la base, comme je t'avais dit, on avait dit 18 h pour Ouais. finir tranquillement, histoire de pas prendre non plus trop de temps. On dit on pourra en refaire sur un autre sujet, et puis si on dit tout la première fois, on donne pas envie aux C'est gens de vrai, revenir. On c'est donne pas vrai. envie aux gens de revenir. Comme ça, on fera revenir les Ben, gens. Astragal a 12 000 questions, donc Alors, je pense qu'elle peut en poser quelques-unes. ouais, bah, peut-être qu'en attendant qu'elle pose ses questions, petit traditionnel, finir ce que j'aime bien poser avec les gens, c'est des questions de fin d'interview, Ouais. sur le sujet, que j'aurais te dire, bah, si on finit sur ça, qu'est-ce qui est peut-être primordial de connaître, en fait, sur, ces compositrices? Qu'est-ce que tu as envie que les gens ils retiennent quand ils pensent à ça? Qu'est-ce qui est important, en fait, Euh, de savoir? Ah, c'est difficile comme question quand même. Euh, Alors, il y a deux messages que j'aimerais faire passer. Un aux hommes et un autre aux femmes. Celui aux femmes, ne laissez jamais tomber et ne baissez pas les bras. Quoi que vous fassiez, ça se retrouvera. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Et comme le dit le site Civilisation 6 dans un de ses petits messages, les hommes, leurs droits et rien de plus, les femmes, leurs droits et rien de moins. Quant aux hommes, eh ben, ne soyez pas des cons. Voilà, quand une femme crée quelque chose, ne la rabaissez pas, ne lui dites pas que c'est nul, encouragez-la et si ça se trouve, elle nous offrira des œuvres aussi belles que celles qu'on vient d'écouter. Donc
encouragez-la et offrez-lui autant de chances que vous auriez pu en avoir vous. Voilà. Très beau, c'est beau et ben, sans transition aucune sur ça, est-ce que tu aurais une petite citation à nous partager? Ou un mantra ou quelque chose? Hem, alors, il y a l'épitaphe de la tombe de Augusta Holmès que j'aime beaucoup, qui lui a malheureusement donné tort, qui dit, la hop, 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 je vais le retrouver. C'est un extrait justement de la nuit, enfin de Ludus pro patria qui, dont est tiré, La nuit et l'amour justement, Ouais. qui dit: «La gloire est éternelle et la tombe éphémère, les âmes ne font point d'adieu». Et je voudrais dire à ça que oui, quand on crée quelque chose, heu, forcément ça va rester. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas jusqu'à quand. Peut-être que ça sera enterré par l'histoire et redéterré plus tard, mais il faut toujours continuer de créer. Voilà. Très bien, c'est très bien, j'aime beaucoup. Est-ce que tu aurais une lecture à conseiller? Tu en as partagé un tout à l'heure, mais peut-être une autre ou, Alors, j'ai plusieurs bouquins, dont je pourrais donner le titre. Je vais chercher celui auquel je pense. fais donc. En tout cas, moi, en attendant, bah, vous avez le message épinglé pour notre ami, Plifou désormais, au cas où ceux qui l'ont pas vu. Voilà, si bien notre ami, je sais même pas si moi j'avais follow la chaîne. Moi j'avais follow la chaîne. Je vais aller vérifier ça, là, tout de suite. Si j'ai été déjà follower, quand même. Quand même, j'ai eu peur 30 j'ai eu peur 30 secondes. Ah oui, il est super intéressant, hein, et c'est pour ça, en fait, on avait prévu de faire un live, en fait, sur, les musiques, politiques, l'histoire des musiques politiques et montre et quand, en fait et quand il m'a fait sa, il s'est lancé sur le sujet, sur, sa présentation, j'ai tout de suite rebondi dessus. Je fais: «Mais en fait, ça, c'est super intéressant et j'ai envie de partir là-dessus». Du coup, c'est pour ça que je l'ai un peu dérouté du sujet qu'il avait préparé pour partir là-dessus parce que moi, j'ai trouvé vraiment que ça il y avait quelque chose à creuser. J'ai senti le truc là. Je me suis dit: «Tiens, aujourd'hui, il y a peut-être un truc à faire sur ce sujet-là» et que du coup, bah, c'est pas grave, on refera d'autres, on peut voilà. Alors, bon, comme pour, beaucoup de choses, j'ai du mal à choisir du coup, j'en ai choisi 2. Pour une première découverte, j'ai choisi ce bouquin, donc Mozart était une femme de Aliette Delalleux. Hop, est-ce qu'on le voit entièrement? Voilà. Ouais, Mozart était une femme d'Aliette Delalleux, qui est paru, l'année dernière, donc très récemment, et qui, parle de quelques compositrices, dont on ne sait pas forcément que, c'était, des femmes. Et oui, il y a, un chapitre entier dédié à, Anna Maria Mozart, Nannerl Mozart. Donc ça, c'est un bon bouquin pour, commencer à débroussailler, le sujet. Et ensuite, compositrice oubliée, compositrice, l'histoire oubliée de la musique. Alors, hop, est-ce qu'on va le voir? je l'ai mis en Tac. même temps sur un autre parce que c'est le plus simple. Et Heu, en fait, la couverture est géniale parce que ce sont que des noms de compositrices et c'est écrit en tout petit et il y en a beaucoup et attends, ça, c'est les plus importantes. c'est celle-là, compositrice l'histoire oubliée là, C'est avec la ça, compositrice avec tous les noms là? On voit, on peut zoomer dessus, c'est là. ça. Donc voilà, si tu regardes, tu Ah, vas trouver, il y a Sappho, tiens. ouais, Ça je co Sappho ça est je co ça considérée ça comme la première et bah, compositrice. ça je connais. Mais si tu regardes, par exemple, on peut retrouver Lily Boulanger juste en haut de la deuxième colonne.
On retrouve, Charlotte Sohi qui est Ouais, une ouais. compositrice, du 19e. Florence Price qui est la première compositrice, afro-américaine à avoir écrit des symphonies. On retrouve Clara Schumann, on retrouve Louise Farinck, Marie Jaël dont j'avais parlé aussi, et ça va vraiment de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine, quoi. Et oui, Astragal, Sappho était aussi musicienne parce qu'en fait, à l'époque, les poèmes étaient souvent chantés et Chanter, ouais, accompagnés de la lyre. exactement. Donc, on a les textes, mais malheureusement, on a perdu sa musique, mais on sait qu'elle était, aussi, musicienne. Ah et ça laisse pas de traces, c'est dommage, hein. Eh oui, c'est quand on dit, «Les paroles s'envolent, les écrits restent», c'est encore pire pour la musique. Tellement vrai. OK. Est-ce que tu es on est sur Twitch peut-être, est-ce que tu aurais une chaîne Twitch à recommander peut-être pour ceux qui sont intéressés? Alors je dirais bien la mienne, mais je suis beaucoup trop débutant pour pouvoir dire, que c'est une chaîne de qualité. Ceci dit, je j'ai envie de mettre un petit peu en avant, un petit peu, les personnes invisibilisées et du coup, je propose, la chaîne de Silvéo, Silvéo Musique, qui est une personne queer, qui fait de la musique, et qui a une très belle voix et que j'ai toujours plaisir, à suivre sur ses streams, Heu, et où est-ce que tu vas? Moi j'appelle SILVEO pas? SY Ah. comme Sylvain, mais Sylve Ah, et O, Silvio Music. En plus, bah, il est en live. c'est ça. Alors peut-être ça peut être une idée de raid du coup. Tiens, toi dit en passant, pour conclure. Voilà, voilà En plus il part à et du Poudlard, c'est coup, bien ça, on aime bien la oui, en fait, il joue à Spell and Secrets, c'est un jeu, Poudlard-like, où tu es, étudiant dans une école de magie, poudlard. sans pour autant que ce soit influencé par, l'autre, TERF. Très bien, très bien. Voilà. Est-ce que tu aurais un podcast à nous recommander maintenant? Alors oui, ça va paraître bateau, mais les couilles sur la table. Ah ça alors ça je sais alors mon moteur de recherche, je sais pas s'il va aimer ou pas, mais je vais Les tester. couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio Ouais, qui parle justement de masculinisme, de féminisme, des difficultés qu'on peut avoir quand on est une femme, quand on est un homme, quand on est une femme trans, quand on est un homme trans, quand on fait partie d'une minorité invisibilisée de façon générale. Voilà, les couilles sur la table, c'est très sympa. Oui, c'est sur Spotify, c'est sur, l'Apple, je sais plus comment ils appellent ça, l'Apple Apple Music. Store, ouais. Enfin l'Apple Music, ouais. Apple Sur Deezer Podcast, aussi, sur YouTube, enfin c'est c'est ouais, partout. voilà, Apple Podcast. Voilà, ils sont quand même, très reconnus, c'est géré par, notamment le journaliste, Talma Desta qui est un journaliste, trans, un homme trans qui va donc, ça va débroussailler en fait, avec, des invités qui s'y connaissent dans le sujet, des sujets aussi divers que, la masculinité trans, que, la masculinité, chez les hommes juifs et cetera. Donc il y a vraiment à boire et à manger et c'est très intéressant et c'est toujours, un plaisir, même si ça peut être parfois très difficile d'entendre ce qu'ils et elles ont à dire. Très bien. Est-ce que tu Voilà. aurais un conseil à donner maintenant? Un conseil à donner? Heu, Trouvez le médium qui vous fait vibrer. Parce que, je connais trop de gens à qui on a dit, «Ouais, le tu dessines mal», alors que ces personnes adoraient dessiner. «Tu chantes mal», alors que ces personnes adoraient chanter. Quand vous avez trouvé le médium qui vous fait vibrer, ne le lâchez pas, peu importe ce que les gens disent. Voilà. Très bien, parfait.
Est-ce que tu aurais, une personnalité historique, politique favorite, vivante ou morte à nous donner? Ethel Smiles. Ethel Smiles, c'est mon intérêt spécifique le plus poussé. Je connais tout de son existence, je connais toute sa Ah. vie. Je vais faire ma thèse dessus, j'ai fait mon mémoire universitaire dessus. Ethel Smiles, elle est géniale. Elle a Alors, eu 100 vies en une et je pense que je pourrais faire un épisode entier de 3 heures à parler d'elle. est-ce que ces 7 personnes étaient une si ouais, elle fait musique. Ah, je vais essayer de tenter là vite fait là. Tel Smythe du Smiles, S-M-Y-T-H. Pennsylvanie, Pittsburgh, qui est né en Non, Floride, c'est pas américaine. celle-là. C'est pas C'est celle-là. Smiles avec un Y. Ah, celle-là. Alors, chef Non d'orchestre, plus. autrice, Ouais, voilà, c'est celle-là. c'est bon, c'est la bonne. Et en plus, je rêve d'un jour voir un film sur sa vie avec Maggie Smith parce qu'elle se ressemble tellement. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit air, j'espère. Ah, Ah, il y a heu, plus qu'un il y a petit il y a un air. Et petit air. Ah! quand on les entend, en plus, Ouais, elles ont une voix tellement semblable. et lui suggérer Donc, l'idée, faut suggérer l'idée. mais j'adorerais. Peut-être Donc, peut-être en 2 mots pour présenter cette personne parce que voilà, alors, Ethel Smiles a été la première compositrice à entrer en classe de composition à Leipzig. C'est une compositrice qui a écrit plusieurs opéras, qui a écrit des œuvres très, très variées, qui a écrit La Marche des femmes aussi, qui est l'hymne des suffragettes britanniques. Elle a écrit quantité de choses. Tout ce que vous voyez là, c'est moi qui ai alimenté sa page ah, c'est toi qui as créé la globalement. page wiki du coup pour, d'accord. Voilà. Ah, ah ouais, Donc, quand je dis que je suis vraiment fan d'elle, c'est que voilà, je travaille à mettre en place un tableau de toutes ces relations, que ce soit amicales, amoureuses, musicales. J'essaye de mettre ça en forme sur, bravo, sur une sorte de mind map, je sais pas comment on dit hein. ça. Ouais, 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 carte mentale, C'est ça. Donc, je travaille beaucoup sur elle et chaque fois que j'ai l'occasion de parler d'elle, j'en parle parce que bah, déjà bravo les lesbiennes et puis parce qu'elle est géniale, tout simplement. bah, très bien. C'est un peu ma Rosa Bonheur, c'est un peu ma Marie Curie, tu vois. Pour moi, c'est un sacré niveau. Bah, on te croit clairement parce que je connais pas absolument, mais j'ai parcouru vite fait, C'est hem, est-ce que, qu'est-ce que je veux dire comme dernière question? Avant-dernière question. Ah oui, quel est ton prochain défi du coup? Tu en as quelques-uns que tu as fait? mon prochain Défi mon prochain pro, défi. Ouf, où ça? Sur Twitch ou sur, perso, pro, comme tu perso? veux, ce que tu as envie de partager. Heu, Mon prochain défi, ça va être, avec, la format Mac, Ah ouais. de faire, une game jam et je vais en composer, la musique. Donc ça se passe, ce week-end et du coup, je vais composer la musique d'un jeu vidéo en 24 à 48 heures. Ah, c'est fou. Ça, c'est rigolo ça, parce qu'on m'a proposé de participer à un game jam spécial jeu historique. Ah bah, moi je Pour participer pour faire le verso scénario, vérifier que c'est bien histo et tout ça. si tu as besoin d'un musicien, d'un compositeur, Ah pour bah, ça, clairement, clairement, je sais pas trop comment ça s'organiser. On m'a envoyé un message une fois et je fais: «Ouais, pourquoi pas, hein, ça pourrait être sympa, hein». C'est cool en tout cas, bon donc courage et bon en plus Formana qu'on connaît, hein, c'est copain de Poxiance aussi, hein, des amis de ouais, Poxiance. c'est ça, Donc c'est ça. hyper sympathique, avec qui Donc on a joué, c'est ça, au secret Hitler voilà, et il nous a eu une bonne paire de fois. c'est ça. Donc OK, bah, très bien.
Donc Heu, voilà, mais je suis le ménestrel de sa chaîne et dès qu'on fait des game jams, je lui compose, ses oh, musiques. trop bien. Ah, mais c'est peut-être comme ça qu'on s'est rencontrés alors via Format Mac alors à la base? Par Proxience alors, si Heu, tu étais sur la chaîne de Format Mac avant? c'était par Proxience, oui, Ouais, je crois. Et puis, quand j'ai vu, Histoire, je me suis dit: «Ah, j'ai pas grand monde qui parle d'Histoire en stream sur Twitch», donc et bah j'ai décidé de débarquer et je ne suis pas mécontent et de bah, cet ça va. abordage. Et bah, tant mieux, avec plaisir. On va mettre de l'histoire en musique, c'est beau ça. Ah bah, de toute façon, l'Histoire, fait partie de la musique et inversement, Ah. donc J'allais te dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, j'ai remis déjà le lien de ta chaîne Twitch, sur Discord, il y a le lien vers ton site aussi. c'est Voilà. ça. Donc mon site s'appelle, La Plume de Terpe, quand la muse devient créatrice. Heu et globalement, j'y mets, un article par mois. J'essaye de me tenir à ça, essayer de le maintenir à flot la visibilisation des compositrices. C'est ça, Astragal. Parfait. Tu as trouvé le site. Voilà, elle nous a partagé, merci. Est-ce que du coup, bah, merci à toi d'avoir été présent. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter peut-être à notre échange? Oui, tu ne m'as pas proposé de donner un film et Un moi film? je Bah, vais en propose un donner film. un Eh bah, fais donc. et ça sera la dernière chose que je dirai. C'est, V pour Vendetta. En plus, c'est bien dans l'air du temps et c'est un film que j'adore, que je regarde, au moins une fois par an, si ce n'est plus et j'ai déjà fait une analyse des musiques de ce film. Incroyable. Donc et normalement, j'aurais dû en parler si on avait fait Ah le ouais? sujet dans Mais on lequel, va en oui. parler parce que V pour Vendetta fait partie de mon top de mes films favoris. J'adore ce Pareil, film, donc c'est il il est fait dans mon top partie, 5 facile. facilement, ouais, bah, c'est ça, pareil. Voilà. Peut-être même mon top 3 en réalité. Ouais, il y a moyen, il faut que ça se joue dans le top 3, mais il est dans le top 5 à coup sûr dans mes films Ça favoris. ouais, ça c'est pareil. Bah, C'est, merci. Je sais pas en tout cas si vous avez des dernières questions dans le chat. En tout cas, bah, si vous avez apprécié, bah, merci, ceux qui étaient présents. J'espère que vous avez aimé notre échange qui avait pas du tout rapport avec le sujet que j'avais annoncé à la base. Mais alors, absolument pas. absolument pas. On est resté dans la musique, mais c'était pas du tout ça. Donc on rappelle, n'hésitez pas à follower la chaîne si vous avez apprécié. Quand tu as les 1 500, on fera un super karaoké Voilà. d'histoire politique, de musique politique. Ça fera plaisir. Oh là là, Si vous aimez soutenir, n'hésitez pas à lâcher c'est votre meilleur sub, ça fait plaisir. Si vous avez Amazon Prime, c'est moins cher que gratuit. Et si vous n'aimez pas Jeff Bezos, vous avez toujours bien sûr le petit Kofi qui fait plaisir. Ou alors, bien sûr, ce qui fait encore plus plaisir, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, soutenir la chaîne pour donner de la force sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je vais lancer sans plus tarder le super raid du coup sur notre ami qu'on a dit tout à l'heure. Parce que Sylvie Musique, Sylvéo, comme ça, on est c'est bon. ça. Je sais pas combien on est, mais c'est pas grave. On va faire un petit jeu comme ça fait toujours plaisir. Oui. Faire bah, merci à toi d'avoir été présent. Merci au chat. Je dire merci à la modération, mais c'est toi le modérateur. Ça va, j'ai pas eu à gérer la modération, aujourd'hui, donc Et tout en c'était un, plutôt chill. et tout en un. Moi je vous mets Donc bah, moi sur ce, kiff de fin, les amis, je vous dis au revoir et Clément, où ça favorable.